Monsieur, mademoiselle, adolescents, bienvenue à cette émission où il sera question d'extraterrestres. Ce soir, en studio, j'ai avec moi quelqu'un qui a rencontré un extraterrestre et qui a pu parler avec cet être. Vous allez être témoin de révélations fantastiques faites par cet homme qui va pouvoir vous dire exactement de quoi il s'agit lorsque, après sa rencontre, il a pu rencontrer cet extraterrestre. Alors, je vous présente sans plus tarder celui qui est avec moi et qui s'appelle Claude Vorillon Raël. Bonsoir Raël. Bonsoir Jean-Denis. Bonsoir. Alors, tu as rencontré un extraterrestre. De quelle façon ça s'est passé? Ça s'est passé d'une manière très naturelle et très simple. Mais avant de commencer, je voudrais faire un petit préambule. Quand on parle d'extraterrestre, rien que le mot déjà, il y a des gens qui rigolent, des gens qui sourient parce que extraterrestre, ça fait petit martien, des antennes roses, oui, une combinaison verte, et c'est tourné en dérision souvent. Et c'est vrai que c'est amusant des petits extraterrestres roses et verts. C'est vrai que c'est un jouet pour les enfants merveilleux. J'ai vu le film E.T. et j'ai trouvé ça merveilleux, superbe, plein d'émotions, plein de tendresse, mais il y a probablement des gens qui nous regardent et puis qui croient en Dieu. En effet, oui. Et puis, surtout au Québec. Oui. Si on parle d'extraterrestres, il y a le sourire ironique qui apparaît. Si on parle de Dieu, par contre, ces mêmes personnes vont avoir l'air extrêmement sérieuses, recueillies, comme une ouverture sur le plus profond de leur être. Et pourtant, Dieu est forcément extraterrestre. Oui, forcément, oui. Eh bien, tout en expliquant pourquoi plus tard, je pense qu'il est important, avant cette interview, de bien faire le rapprochement qu'il y a entre Dieu et les extraterrestres. Car en fait, c'est la même chose. J'imagine que tu surprends quand même beaucoup de personnes en disant que Dieu et les extraterrestres, c'est la même chose. Alors, pour toi, la notion de Dieu est semblable à extraterrestre. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce sont les mêmes êtres. Mais c'est le terme qui, avant de commencer à parler, c'est le terme même que je voulais approfondir, à savoir que Dieu est forcément extraterrestre. Puisque, pour les gens qui connaissent la Bible, il est dit que Dieu, entre guillemets, est venu sur Terre. Donc il n'y était pas. Oui. Donc il était extraterrestre. Ah oui. Mais ceux qui croient aux extraterrestres, donc, est-ce que c'est un transfert? Ils ont délaissé Dieu pour ne penser qu'aux extraterrestres? Ils veulent quelque chose de plus matériel? Est-ce que c'est ça? On peut, un peu. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux surtout bien cerner au début de cette émission, c'est que il y a des gens qui ne croient pas aux extraterrestres, mais qui croient en Dieu. Mais s'ils ne croient pas aux extraterrestres, ils ne peuvent pas croire en Dieu non plus. C'est ça, c'est cette contradiction que je voudrais mettre en exergue. Si on ne croit pas aux extraterrestres, si on pense que les extraterrestres ne peuvent pas exister, alors on ne peut pas croire en Dieu. Puisque Dieu lui-même est forcément un extraterrestre. Oui. Et ceci dit, tout en faisant ce préambule, je pense que c'est nécessaire pour prouver justement l'existence de ces extraterrestres et l'inexistence de Dieu. En gros et en résumé, j'étais journaliste en 1973 dans le Massif central en France, et ce matin du 13 décembre, j'ai eu envie de me rendre dans un endroit qui s'appelle le Puy de l'Assola, qui est un volcan situé environ à 15 km de Clermont-Ferrand. Je ne savais pas pourquoi j'allais à cet endroit-là, je n'avais aucune raison d'y aller, et l'incroyable, l'inimaginable m'attendait. J'ai posé ma voiture, j'ai continué à pied jusqu'au centre du cratère, un volcan qui est très grand, qui fait environ 400 mètres de diamètre, et arrivé au centre de ce cratère désertique, où il y a quelques arbres rabougris. Tu es allé dans le Puy de l'Assola, tu sais comment c'est fait. Oui, je suis. Et je me demandais ce que je faisais là, parce qu'il y avait du brouillard, il faisait froid.
Et soudain, j'ai regardé le ciel, au moment où j'allais repartir, parce que je ne voyais vraiment pas pourquoi j'étais là. Et j'ai vu une lumière clignotante, comme un flash d'appareil photo. J'ai d'abord pensé à un ballon, j'ai d'abord pensé à quelque chose d'humain. Et puis ça m'est apparu comme étant un objet volumineux et apparemment métallique. J'ai vu la forme d'un engin ressemblant un peu à une cloche, dont le dessous serait plein et bombé, une cloche un peu aplatie. Et ça avait l'air de peser plusieurs tonnes. Et ça ne pouvait pas donc être un ballon, puisque c'était métallique, c'était un métal brillant. Est-ce que c'était bruyant? Aucun bruit. Aucun bruit. Aucun bruit, et cet engin s'est immobilisé environ à 30 mètres de moi, à peu près 2 mètres au-dessus du niveau du sol, et j'étais fantastiquement heureux, parce que je pensais que ça allait repartir comme c'était venu, et je pensais déjà à la façon dont j'allais pouvoir raconter ça à mes amis, et qu'ils ne me croiraient peut-être pas, mais pour moi c'était évident que ça allait repartir, comme c'était venu, et puis que c'est tout. D'accord. Je m'intéressais très peu à ce sujet-là. Bon, j'étais ouvert, je me disais pourquoi pas, mais c'était pas ma passion. Ma passion était le sport automobile, le journalisme. Et puis, lorsque j'ai vu sous l'engin, comme une trappe s'ouvrir, surmontée par un escalier, très doucement, sans le moindre bruit, la joie fabuleuse que j'avais, comme un enfant qui voit quelque chose dans le ciel, a fait place à une espèce de peur, une espèce d'angoisse, parce que, comme tout le monde, j'avais vu des mauvais films américains où on montre des êtres venus de l'espace et qui sont agressifs, violents, avec des... La forme n'est pas tellement importante, mais surtout l'armement et les rayons de la mort et tous ces trucs-là. Ça, qu'on le veuille ou non, on y pense. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et lorsque j'ai vu sur l'escalier apparaître 2 pieds, puis 2 jambes, au moment vraiment qui est gravé complètement dans ma mémoire. Est-ce que tu n'as pas eu le goût de fuir à ce moment-là? Pas vraiment. Mais lorsque j'ai vu donc les 2 jambes apparaître, et puis le corps de l'être, j'ai d'abord pensé que c'était un enfant, parce que l'être avait l'air très petit, visiblement 1m30, 1m40, et finalement, son visage est apparu. Et en voyant son visage, j'ai compris que c'était un être adulte, car il avait une petite barbe qui, pour moi, était le signe caractéristique d'un adulte. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir à quoi ressemblait cet être. Cet être s'est dirigé alors sur moi, droit vers moi. Et plus il s'approchait de moi, plus je pouvais détailler son physique, sa physionomie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son regard. Il avait des yeux en amande, de très grands yeux en amande, allant très loin sur les tempes. Et il dégageait une impression d'harmonie, de bonté, de fraternité qui a calmé mes peurs. Et puis le fait en plus qu'il n'ait rien dans les mains, qu'il n'ait pas d'armes, ni même d'armement possible, rien, les mains ouvertes et rien dedans. Il était vêtu d'une combinaison vert foncé, mais sa peau était blanche, bien qu'ayant un reflet légèrement olivâtre, un peu comme les gens qui ont parfois mal au foie ou des choses comme ça. Et il s'est avancé droit vers moi. Il s'est arrêté à peu près à 2 mètres de moi. Hélas, je dis hélas pour le moment, parce que j'espérais qu'il ne m'avait pas vu. Parce que quand même, il y avait une espèce d'appréhension. Et je me disais, je vais essayer de ressembler le plus possible à un arbre. C'est pas facile. Et je ne vais pas bouger. Peut-être que ça repartira comme c'est venu. Je disais ça parce que pour moi c'était quelque chose, c'était incompréhensible. Et il s'est avancé mais droit sur moi, pas à droite, pas à gauche, en face. Donc tu as compris qu'il venait vers moi. Vers toi. Il s'est arrêté à peu près à 2 mètres de moi. Et ça a été le moment le plus difficile. Parce que je pouvais le détailler de façon plus approfondie. Est-ce que tu n'as pas cru un instant que ça pouvait être ton imagination qui... Ah, pas du tout, non, pas à ce moment-là. Parce que c'était incroyable, mais relativement compréhensible. Oui, d'accord. Il n'y avait rien d'illogique. D'accord.
Et puis cet être me regardait, je voyais ses cheveux longs et raides, comme les cheveux des Asiatiques un peu, et une petite barbe très pointue et très noire, les cheveux noirs aussi. Et une fois qu'il était en face de moi, c'était le moment le plus difficile parce qu'il y avait un silence encore plus lourd que l'engin dont il descendait. Oui. Un silence lourd et qui a duré un grand moment. Il me regardait paisiblement, en dégageant une harmonie communicative. J'étais gagné, j'étais envahi par cette harmonie. Et puis, il m'a regardé encore plus intensément, et là j'ai osé poser une question. J'ai dit, je ne peux plus soutenir ce silence, c'est pas possible, c'est trop. Alors j'ai posé une question. J'ai demandé d'où venez-vous? Et puis, je m'attendais à entendre des bruits bizarres ou peut-être des gargouillis. Là, j'étais vraiment persuadé qu'il ne me comprendrait pas. Ah ouais. Car j'étais certain que ce n'était pas un être terrestre. Sa taille, sa physionomie, tout dans son aspect ne le faisait pas ressembler à un être humain. Bien qu'il ait l'air d'un être humain, mais je ne voyais pas d'être humain. J'ai jamais vu d'être humain avec des yeux comme ça. Et j'ai posé cette question, comme on jette une bouteille à la mer, pour voir ce que ça allait donner comme réaction. Pour briser le silence. Pour briser le silence. Ouais. Et j'ai entendu une réponse. Une réponse en français, très bien articulée, très claire. Et j'ai donc, un dialogue a commencé à s'engager, puis on a poursuivi ce dialogue d'une autre planète, me dit-il. Et puis, j'ai continué à dialoguer avec lui, et là, on est allé encore un degré plus loin dans l'incroyable. Alors qu'au début, c'était, bon, déjà extraordinaire de voir une soucoupe volante, de voir un engin comme ça, de voir un être en sortir, c'est encore plus extraordinaire. Mais à ce moment-là, il m'a dit, quand je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et il m'a dit, je viens vous voir, vous. Vous, Claude Vorillon, qui êtes journaliste, qui êtes marié, qui avez 2 enfants, enfin, il savait tout de moi. Et là, vraiment, là, j'ai dit, je rêve. Parce que voir une soucoupe volante, c'est extraordinaire. Voir un être en descente, c'est encore plus extraordinaire. Mais que cet être vienne vers toi et te dise ton nom, ta situation familiale, ce que tu fais, et là, vraiment, ça devenait complètement incroyable. C'est ça, c'est effectivement vrai que tu as 2 enfants. Ah ben oui, c'était vrai, mais il savait mon nom. Et en plus, oui. Mon nom. Alors, là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, bon, je ne bois pas d'alcool, je me drogue pas, je dors bien les nuits. Peut-être ma première hallucination, parce que c'est pas possible. Puis je me suis pincé un peu les bras, et je me suis aperçu que j'étais apparemment bien réveillé. Puis un peu comme dans un rêve, j'ai continué. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui? Il m'a dit, pour vous confier un message. Suivez-moi. Alors je l'ai suivi, et nous sommes montés par ce petit escalier dans cet engin bizarre. Je suis monté très doucement. J'ai été surpris d'abord parce que quand je suis monté sur la première marche, l'engin n'a pas bougé. Oui, d'accord. Or, quand on monte dans un engin, une voiture, il y a un mouvement ou un avion, n'importe quoi. Et là, ça ne bougeait pas. Le poids, mon poids en plus ou en moins, ne faisait pas bouger l'appareil. Et puis, je suis arrivé dans la pièce où j'ai été terriblement déçu. Mais lorsqu'il t'a invité, est-ce que tu n'as pas craint qu'à l'intérieur... J'étais complètement rassuré. Oui, parce qu'avec les mauvais feuilletons américains, on sait qu'il y a eu des envahisseurs, etc. Là. Non, parce que c'était tellement fraternel. D'accord. L'abord était tellement fraternel, tellement chaleureux, que toute peur a disparu à partir du moment où on a parlé. D'accord, c'était communicatif. Alors, tout à fait. Du moment... je crois que c'est valable un peu partout, ça. Quand on est dans un pays et qu'on peut parler avec les gens, on se sent tout de suite mieux. Oui. Et puis, arrivé dans cette pièce circulaire, la déception était énorme. Parce que, habitué à être dans le sport automobile et connaissant un peu le pilotage des avions aussi, je m'attendais à trouver des instruments de commande. C'est pour ça qu'il y avait peut-être une part de joie de voir un engin volant, de voir l'intérieur qui peut-être annulait les peurs possibles. Parce que j'avais une grande curiosité pour tout ce qui était technique à cette époque. Et je voulais voir comment ça marchait. J'étais enthousiaste pour rien. Rien. Absolument rien. Rien. Mais est-ce pas un compteur, pas un manomètre, pas un tachymètre, pas un horizon artificiel, pas un volant ou un manche à balai. Mais vraiment rien. Rien. Absolument rien. Absolument rien qui permette de comprendre comment on le pilote. D'accord. Là, j'étais très déçu.
Parce que j'aurais voulu piloter ce genre de choses et comprendre comment ça marche. Mais est-ce qu'il y avait d'autres pièces? Non, une seule pièce circulaire d'environ 3,50 m de diamètre, dans cet engin qui extérieurement mesurait environ 7 mètres de diamètre. Et puis, 2 fauteuils. L'engin était fait intérieurement du même métal que l'extérieur, un métal argenté très brillant. 2 fauteuils faits d'une matière comme la matière plastique, un petit peu, mais transparent. Et surtout le plus impressionnant, le plus beau, c'était le plancher, enfin la paroi sur laquelle on marche, qui était fait d'une matière bleutée comme une pierre précieuse bleue. Et c'était vraiment d'une beauté étincelante. Et puis on s'est assis chacun dans un fauteuil. Et là, il a commencé à me raconter sur 6 jours, puisqu'on s'est revus 6 fois 1 heure. C'est-à-dire qu'il a commencé à me calmer un peu, à me raconter des choses un petit peu plus précises. Puis il m'a dit... Fois, tu l'as vu 1 heure. 1 heure. 1 heure. Ça a duré 1 heure du début de la rencontre, donc à la fin, à peu près. Oui. Et puis, il m'a demandé de revenir le lendemain, en emportant avec moi la Bible, que j'avais achetée 1 semaine avant. Et là, c'est intéressant parce que c'est important de comprendre que je ne suis pas religieux, et que je n'étais pas religieux à cette époque, au sens traditionnel où on l'entend. Tes parents, est-ce qu'ils étaient religieux? Non, ma mère était catholique, mais moi je n'avais même pas été baptisé, et j'avais été tenu à l'écart de toute religion. Et une semaine avant cette rencontre, j'étais allé acheter une Bible, et je ne sais pas pourquoi. Sans raison, pardon. Sans raison, puis mon libraire était très surpris de me voir arriver pour acheter cette Bible. Je l'ai prise. J'ai lu les 3 premières pages, j'ai trouvé ça très ennuyeux, et je l'ai mis dans un rayon en me disant pourquoi j'ai acheté ça. Et puis il me dit, cet être venant du ciel me dit, nous vous avons incité télépathiquement à acheter cette Bible, de la même façon que nous vous avons incité télépathiquement à venir ici, aujourd'hui. Et vous allez donc revenir demain avec cette Bible que vous avez achetée, de quoi prendre des notes, et nous allons vous donner un message que vous serez chargé de diffuser sur toute la terre. Je suis redescendu, mais avant il me dit, attention, ne parlez de cela à personne. Oui. Si vous parlez de cela à qui que ce soit, même à vos proches, eh bien, nous ne nous reverrons plus et vous aurez l'impression d'avoir rêvé. Je suis redescendu par le petit escalier, l'engin a disparu dans le brouillard, dans cette espèce de brume qu'il y avait, très épaisse, me laissant seul avec beaucoup de problèmes. Évidemment, après une fort mauvaise nuit, le lendemain, j'étais là. Oui. J'étais là sans donner l'information à qui que ce soit. Tu n'as pas été tenté d'en donner? J'ai été tenté de parler à un de mes collaborateurs qui était photographe, et qui, je me disais, ce serait bien s'il se cachait là avec un téléobjectif pour qu'on ait quelque chose. Mais il avait dit, si je parlais, il n'y aurait plus rien. Or, il savait mon nom, ma situation familiale, il savait tout de moi, il savait que j'avais acheté une Bible 1 semaine avant, donc je me suis dit, il saura aussi. Si je parle, si j'obéis pas à ce qui m'a été demandé, alors j'ai dit, qu'est-ce que je risque? Je vais faire ce qu'il m'est demandé, on verra bien. Et puis, je suis revenu dans ce cratère, au même endroit que la veille, à la même heure, presque heureux qu'il n'y ait rien. Parce qu'il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait rien. Et le ciel était beaucoup plus clair que la veille. Il n'y avait rien. J'étais presque soulagé. Je me disais, bon, ben, c'était finalement peut-être une hallucination, mais pas du tout. Tout d'un coup, il y a eu une lumière formidable dans le ciel. D'une intensité beaucoup plus forte que la veille. Comme une étincelle géante d'environ peut-être 30 mètres de diamètre qui crépitait, qui clignote, qui crépitait comme une étincelle de soudure à l'arc. Et cette espèce d'énorme étincelle qui était blanc bleuté a changé de couleur. Progressivement, ça devenait blanc, puis jaune foncé, puis orange, puis rouge. Un peu comme un métal qui se refroidit quand on l'a chauffé. Et finalement, ça a pris l'aspect de l'engin que j'avais vu la veille. Ça s'est immobilisé à peu près au même endroit que la veille, et le même être est sorti, qui s'est dirigé vers moi de nouveau, et qui m'a fait monter à bord. Pendant donc le même scénario s'est reproduit 5 jours suivants, et là il m'a donné un message. Et justement,
Un message fabuleux qui modifie toutes les conceptions que l'homme pouvait avoir jusqu'alors de son origine et de sa destinée. Donc c'est un message qui te donnait à toi, mais pour l'humanité. Un message qui m'était donné à moi, Oui. au fin de le transmettre. Oui. Mais ça prend, à ce moment-là, tu prends des proportions énormes pour les extraterrestres, toi. Tout à fait. Est-ce qu'ils t'ont choisi? On y viendra plus tard sur le Oui. fait que j'ai été choisi ou non. D'accord. En fait, et on le comprendra mieux, j'ai pas du tout été choisi. Mais donc j'ai écouté ce message, je l'ai noté le plus fidèlement possible. Et je pense que faut pas faire languir les gens qui nous écoutent, c'est le plus important évidemment. Et je vais essayer de le résumer. Je dis bien de le résumer car il est contenu dans ce livre qui fait environ 160 pages et il peut être développé encore plus. Mais donc le livre qui dit la vérité, car c'est la vérité sur l'origine de l'homme qui a été cachée aux humains tellement longtemps. Ce livre, en le résumant très sommairement, ils expliquent qu'ils sont venus sur Terre il y a très longtemps et qu'ils ont fabriqué sur la Terre d'immenses laboratoires. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Il y avait un chaos originel, c'est-à-dire des éléments minéraux recouverts d'eau. Tout était recouvert d'eau? Tout était, l'océan recouvrait toute cette planète sur laquelle nous vivons. Donc la planète Terre La planète Terre. était entièrement recouverte Entièrement. d'eau. D'accord. Ils sont venus sur cette planète et ils ont fait émerger par une technologie que nous ne comprenons pas encore, car il faut expliquer qu'ils ont 25 000 ans d'avance sur nous. D'accord. Alors on voit les progrès qu'on a fait en 40 ou 50 ans. Parler maintenant comme je le fais à des gens par l'intermédiaire d'une petite caméra où il y a un petit trou là et ça va dans un écran de télévision où ils nous regardent, ça devient maintenant pour les gens très normal, mais c'est miraculeux. Pour des primitifs qui nous ont précédés et qui existent encore sur Terre dans certains pays, c'est incompréhensible. Eh bien, ça c'est un progrès. Si on montrait ça à vos arrière-grands-pères, à nos arrière-grands-pères, ils ne comprendraient pas. Mais si disons que ça c'est un progrès sur 30 ans. Et imagine en 25 000 ans, la différence de technologie, tu vois que ça peut faire, c'est phénoménal. Eh bien, ils ont donc fabriqué ensuite sur ce continent qu'ils ont fait émerger d'immenses laboratoires. Et dans ces laboratoires, ils ont créé la vie. Comment? Ben, comme les Américains sont en train d'essayer de le faire, grâce à une maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique, c'est-à-dire de cette molécule de l'ADN qui fait la vie. Tu sais que on vient depuis quelques années de synthétiser sur Terre le premier gène humain complètement artificiel. Oui. Je dis bien complètement artificiel. C'est-à-dire que c'est pas un ovule qu'on prélève comme les bébés éprouvettes qu'il y a eu en Angleterre dans le ventre d'une mère, plus un spermatozoïde que le père donne et qu'on fait grandir dans une éprouvette. Non, ce sont des éléments inertes comme du fer, du zinc, tous les éléments du calcium, du magnésium, du phosphore, tous les éléments qui existent dans la terre, dans une poignée de terre, comme le dit poétiquement la Bible, qui mélangé avec cet acide qui est l'acide désoxyribonucléique, devient vivant. Mais est-ce que cet être t'a dit qui il était? Oui, bien sûr. Cet être était de ceux qui ont créé la vie à l'origine sur la Terre. Est-ce qu'il t'a dit son nom? Pas au début. Pas au début. Pas au début. Mais il m'a expliqué pourquoi il fallait que j'amène la Bible. Car la Bible décrit cette création de la vie sur Terre. Que eux ont fait. Que eux ont fait. Ils sont les êtres que les Bibles courantes, usuelles, que les gens peuvent avoir chez eux, appellent Dieu. Mais en fait, cette Bible que chacun a chez lui, ou presque, elle a été traduite, c'est pas la version originale, puisque, comme tout le monde le sait, le français n'existait pas, et le latin non plus, quand ça s'est produit. Les premières Bibles étaient en hébreu. Et en hébreu, il était marqué, le premier jour, Dieu fait ceci, le deuxième jour, Dieu fait cela. Non, pas Dieu. C'est dans les Bibles françaises qu'on trouve le premier jour, Dieu fit ceci, le deuxième jour, Dieu fit cela. Dans les Bibles originelles en hébreu, il est marqué le premier jour, Elohim fit ceci. Et Elohim, E-L-O-H-I-M, ça signifie littéralement en hébreu ceux qui sont venus du ciel. Donc, des extraterrestres. Je reviens à mon point de départ.
Dieu est un extraterrestre. Plus exactement, comme c'est au pluriel, Elohim, Dieu est des extraterrestres. Alors on comprend que la vie a été créée sur Terre par des êtres venus du ciel, et que la Bible raconte cela. Et ça vaut la peine d'aller se replonger. Je crois que je suis un des hommes sur Terre actuellement qui fait le plus vendre de Bibles, parce que les gens qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a qui le feront ce soir, ont envie d'aller voir si ce que je dis est vrai. Oui. Et ils verront Dieu, parce que leurs traductions sont mauvaises. Mais ils peuvent trouver en librairie une Bible où le mot Elohim a été conservé. Celle que j'ai utilisée moi s'appelle, était publiée aux éditions de la Pléiade, une traduction d'Édouard Dorme, et lui, qui est un grand traducteur, s'est bien gardé de traduire Dieu, Elohim par Dieu, car il savait que c'était un pluriel. Oui. Et depuis, d'ailleurs, il y a d'autres traducteurs. Bien sûr. Et ça devient une évidence. Oui. Mais il faut bien mettre en exergue à quel point ce fut une escroquerie de traduire un terme pluriel par un terme singulier. Mais dans l'esprit de plusieurs personnes, j'imagine qu'ils disent des extraterrestres ont créé la vie. Donc, les êtres humains qui sont sur la Terre ont été créés de toutes pièces. Absolument. Mais j'imagine que c'est très difficile de penser à cela dans l'esprit d'une foule de personnes. Non, ça l'est de moins en moins, puisque la science, de plus en plus, confirme cela. Comme je te le disais tout à l'heure, on a créé le premier gène humain. Mais 100%, un gène. Oui. Un gène, c'est le premier pas vers la création, et ça fait partie du programme des généticiens. Ça fait partie de leur programme que de fabriquer un être humain entier en laboratoire. Et ça se fera très vite. Oui. Je sais qu'on va pouvoir parler des sentiments, mais plus tard, au cours de d'autres émissions, on aura le temps d'en parler. Alors cet être, donc, tu l'as rencontré pendant 6 jours d'affilée. Tout à fait. Et les informations données vont plus loin dans la mesure où donc il y a eu cette création de la vie, de Adam et Ève, comme cela est dit poétiquement dans la Bible, mais il y a vraiment des traces autres que le nom Elohim, qui pourrait à lui seul être peut-être insuffisant. D'autres preuves sont dans la Bible de cette création de la vie scientifique. D'autres preuves, comme par exemple le fait qu'il est dit plus loin que les fils d'Elohim trouvèrent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient élues. Cela est dans la Genèse, et on peut retrouver exactement le passage. C'est écrit évidemment, voir tout d'un coup les fils d'Elohim, qui vont faire l'amour avec les filles des hommes, donc avec les filles qu'ils ont créées en quelque sorte. C'est un passage sur lequel les prêtres passent très vite. Oui, parce que si Elohim veut dire Dieu, si je comprends bien, donc Dieu aurait fait l'amour avec les filles des hommes. Exactement. Oui. Exactement, et c'est très important d'insister là-dessus. Dieu, en fait, les dieux, ou plus précisément, les extraterrestres qui ont été appelés dieux par les hommes primitifs. Pourquoi? Si aujourd'hui tu prends un hélicoptère et tu vas en Amazonie, et puis tu te poses parmi les primitifs, ils vont penser que tu es Dieu. Oui. Parce que pour eux, c'est complètement incompréhensible de pouvoir venir du ciel dans un engin bruyant. Ils donnent des pouvoirs à des êtres qui ont... Exactement. Et cela s'est produit lors de la dernière guerre entre les États-Unis et le Japon, où il y a des Américains qui ont donc créé une base sur une petite île du Pacifique. Arrivés sur cette petite île du Pacifique, ils ont donc posé leurs gros avions, et les primitifs qui vivaient dans cette île ont vu arriver du ciel des êtres avec du chocolat, du chewing-gum, du Coca-Cola, et se sont trouvés complètement enthousiasmés par cette civilisation venant du ciel. Puis quand la guerre a été finie, eh bien les Américains sont repartis. C'était en 1946-47, et ils sont repartis. Et chaque année depuis... Nous allons devoir écourter parce que le temps file. Alors en résumé, les Américains sont repartis et ont vu les primitifs qui vivent sur cette île depuis, chaque année, dans l'espoir de faire revenir les dieux venus du ciel qui leur avaient apporté du chocolat, du chewing-gum et du Coca-Cola, fabriquent une espèce d'avion avec des feuilles de palmier, entretiennent la piste et font des mouvements d'ailes pour faire revenir les dieux qui leur apportaient le Coca-Cola, le chewing-gum et tous les bons produits américains, puisque ces dieux qu'ils attendent, en fait, c'était des Américains, des militaires américains. Voilà comment, à partir d'un décalage de civilisation, on crée une religion.
D'accord. Et c'est donc très important de comprendre qu'il n'y avait pas de Dieu, mais des extraterrestres qui sont venus sur Terre créer la vie en laboratoire et dont nous sommes les descendants. Donc, on voit très très bien que ça va au-delà du terme extraterrestre, puisqu'il est question de la création de la vie. Et tout ce message qu'un être qui a quitté sa planète est venu donner à Raël, eh bien, nous allons pouvoir poursuivre dans une autre émission, la semaine prochaine, où Raël sera encore l'invité. Et d'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.